Je vais maintenant explorer, alors brièvement, la proposition cartésienne à travers 5 sous-chapitres. Déjà, je partirai du doute méthodique, ça fait la transition parfaite avec le scepticisme, d'autant que Descartes commence analytiquement de cette manière-là dans les méditations métaphysiques. Ensuite, je parlerai du cogito comme de la première vérité chronologiquement trouvée. Je parlerai de l'idée de Dieu qui est la troisième, en fait, idée vraie trouvée, ontologiquement première, même si chronologiquement troisième. Je parlerai de la méthode cartésienne, non plus le doute méthodique, mais la méthode entendue comme mathésis universalis, méthode de résolution universelle des problèmes. Et enfin, nous verrons comment nous pourrons comprendre la nature dans cette optique, on va dire, où la vérité a pu être fondée. Et on en arrive à la proposition de Descartes, dont l'objectif est de fonder la vérité. L'originalité de la proposition cartésienne est qu'on va partir du doute pour en sortir. Autrement dit, on va affronter le cyclone des arguments sceptiques pour montrer qu'en son centre, il y a quelque chose, une aire de repos, quelque chose de stable, de calme, qui s'appelle l'œil du cyclone. Et pour ce faire, on va commencer par distinguer le doute élaboré par Descartes du doute des sceptiques, ou plutôt du doute tel qu'il apparaît, on va dire, dans la vie courante. Le doute dans la vie courante est naturel. Parfois, il s'impose à nous de l'extérieur parce qu'on se rend compte que nos opinions sont fausses. Non, le doute élaboré par Descartes est un doute méthodique, c'est-à-dire qu'il va consister à considérer comme vrai tout ce qui va pouvoir résister au doute. Le vrai, ce sera l'indubitable. Alors au départ, on n'est pas sûr qu'il y aura de l'indubitable. Cependant, le but de Descartes va consister à faire table rase du passé, à détruire méthodiquement toutes les opinions. Le doute, il est donc volontaire, il ne s'impose pas à nous de l'extérieur, c'est nous qui le choisissons, il est libre, il est choisi délibérément, il ne s'impose pas à nous en vertu d'accidents, on va dire que nous rencontrerons dans la vie, d'accidents existentiels, et il va être hyperbolique parce qu'on va aller le plus loin possible dans le doute, y compris plus loin que les sceptiques eux-mêmes. Ce que je fais ici, c'est que je vous résume la première des 6 méditations métaphysiques. Il n'est évidemment pas dans mon intention de vous présenter les arguments dans leur extension, dans leur étendue, dans leur détail, dans leur précision. Je m'en tiens à l'essentiel. Et pour ce faire, je vais présenter 2 arguments. Le premier argument, c'est l'argument du rêve. L'argument du rêve de Descartes consiste à dire que peut-être suis-je en train de rêver alors que je crois être éveillé. Et effectivement, quand nous sommes en train de rêver, nous croyons être éveillés. Dès lors, la frontière devient trouble entre le domaine du rêve et le domaine de la veille. Et Descartes s'appuie sur cet argument très classique pour douter de l'existence de tous les corps matériels. Cependant, on peut souligner que même si je peux douter de l'existence de mon propre corps, par exemple, je ne peux pas douter de l'existence des vérités mathématiques. Autrement dit, 2 plus 2 égale 4, ou la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, reste vrai, même si je suis en ce moment en train de rêver. Et c'est là qu'intervient le deuxième argument, l'argument dit extraordinaire, l'argument du Dieu trompeur. Peut-être suis-je en train de rêver, mais malgré tout les vérités mathématiques restent vraies. Cependant, le Dieu trompeur est un être tout-puissant, mais qui n'est pas bon, et qui me tromperait dans chacun de mes raisonnements, même lorsque je crois en être certain. C'est-à-dire que dans un raisonnement, je fais jouer la mémoire, et bien le malin génie me tromperait dans l'exercice de ma mémoire, si bien que même dans ce cas-là, les vérités mathématiques pourraient être fausses. Donc, autrement dit, dans la moindre des opérations de mon entendement, le malin génie pourrait intervenir tel un marionnettiste et me tromper. Et c'est ainsi que Descartes, avec ces 2 arguments, nous donne les moyens de douter d'absolument tout ce qui se présente à nous, de tout ce qui se présentait, on va dire, dans la vie courante, dans l'attitude naturelle, comme au-delà de tout soupçon. Non, qu'est-ce qui pourra être estimé véritable, conclut Descartes, à la fin de la première méditation? Que peut-être rien autre chose, je le cite, sinon qu'il n'y a rien au monde de certain. Peut-être la seule certitude, c'est qu'il n'y a pas de certitude. C'est la fin de la première méditation métaphysique. On en arrive à la deuxième méditation métaphysique où Descartes va livrer un premier élément de réponse. À l'hyperscepticisme présenté dans la première méditation, Descartes va répondre la chose suivante, extrêmement connue, je pense, donc je suis. Il y a là un contresens à ne pas commettre. Le contresens consisterait à penser le donc comme un lien de logique, comme un lien de principe à conséquence. Ce n'est absolument pas de ça dont il s'agit. Le donc doit être compris simplement comme un et tout aussi bien que. En effet, si je doute
D'ailleurs, c'est un peu le défi intellectuel que je vous propose. Si je doute, eh bien, je ne peux pas douter que je pense, puisque douter, c'est penser. Essayez de douter que vous pensez, eh bien, vous allez bugger. Hein. Erreur 404, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas possible. Et en même temps, vous voyez que c'est la même vérité, mais énoncée à l'envers. En même temps, nécessairement, vous existez. Alors attention au contresens à ne pas commettre. Il ne s'agit pas de dire que j'existe en tant que corps, puisque mon corps matériel, j'en ai douté avec l'argument du rêve. Non, si j'existe, c'est en tant que pensée. Autrement dit, douter, c'est forcément confirmer l'existence de mon existence en tant que pensée. Donc cogito, ça veut dire je pense, j'existe en même temps. Ce sont ces deux vérités qu'imbrique l'expression de cogito. Alors je dis cogito, mais la prononciation a deux conventions, on pourrait tout à fait dire également cogito. J'insiste, cette réponse est vraiment géniale. C'est-à-dire que Descartes prend les sceptiques à leur propre piège. Avec les troupes d'Agrippa, où on disait montrez-moi une proposition qui résiste au désaccord, et bien Descartes leur présente. Essayez de douter de cette proposition-là. Essayez d'être en désaccord avec vous-même, vous verrez, vous la confirmerez automatiquement. Il y a une puissance logique dans la réponse cartésienne qui force le respect. Chronologiquement, le cogito est la première réponse que Descartes adresse aux sceptiques. Mais ce n'est pas tout. La méditation métaphysique consiste en quelque sorte, dans la pensée cartésienne, à un décantage. Alors métaphysique, j'employais ce terme, je le définis, métaphysique, cela désigne la réflexion sur ce qui dépasse l'expérience, sur ce qui dépasse la nature. Et là, comme vous l'avez compris, la nature, on l'a purement et simplement mise entre parenthèses. La table rase du passé consiste à faire table rase de toutes ses opinions, y compris l'opinion réaliste qui consiste à croire que les sens me donnent accès à la réalité. Donc la nature est pour ainsi dire neutralisée, court-circuitée ici. Et ce que l'on voit, c'est que même si la nature est court-circuitée, il y a un résidu qui reste, on va l'appeler une vérité, le cogito est vrai. Et ce cogito est vrai cependant parce qu'il y a un autre résidu à l'intérieur du cogito, une autre chose qui résiste, le cogito est vrai parce qu'il y a une règle générale qui veut que toutes les vérités claires et distinctes sont vraies. Si le cogito est vrai, c'est parce que cette règle générale est vraie. On voit ici que la méditation métaphysique consiste en un décantage, et plus on approfondit, et plus on découvre des vérités qui demeuraient inconnues, inaccessibles, invisibles au premier regard. C'est une belle victoire que Descartes arrache ici aux sceptiques. Cependant, cette victoire n'est pas décisive. Une bataille a été gagnée, mais pas la guerre. Pourquoi? La raison est simple. Regardons. Je pense. Ok, cogito, je pense. Mais tu penses quoi? Quel est le contenu de ta pensée? La seule réponse, le seul contenu qu'on peut donner avec certitude, c'est je pense que je pense. Et là, c'est le drame, parce que je pense que je pense quoi que je pense. Et je pense que je pense que je pense quoi que je pense. Et on voit ainsi réapparaître le risque de la régression à l'infini. On voit émerger à l'horizon le risque de solipsisme. Je rappelle la définition, le solipsisme, seule la conscience existe, seule la pensée du sujet existe, le monde et autrui ne seraient que des illusions. Il faut sortir du solipsisme. C'est un drame théorique dont il nous faut à tout prix sortir, et c'est la raison pour laquelle Descartes entend démontrer l'existence de Dieu. On continue le décantage. Il y a les jugements du quotidien qu'on neutralise. Première méditation. Ensuite, on découvre le cogito. Deuxième méditation. On découvre la règle générale. Et puis, en dessous de la règle générale, on va découvrir le noyau, on va dire de la certitude, le noyau de vérité, plus vrai encore que les vérités préalables, le principe des principes, en quelque sorte, chronologiquement qui vient en troisième, mais qui ontologiquement, c'est-à-dire dans la pensée de ce qui existe véritablement, devrait venir en premier. Je veux parler de l'idée de Dieu. Je propose de comprendre la démonstration cartésienne en 3 temps. Premier temps, partir du constat de sa propre imperfection au constat qu'il y a en nous une idée de perfection. Donc je vais partir du doute. Si je doute, c'est que je suis imparfait. Or, je ne peux pas savoir que je suis imparfait si je n'avais pas en moi l'idée d'autre chose que cette imperfection. Je ne peux connaître mon imperfection que par comparaison. Et comparaison avec quoi? Avec quelque chose qui n'est pas imparfait, donc quelque chose qui est parfait. Donc je possède en moi l'idée de perfection. Douter, c'est manifester quand nous avons en nous quelque chose d'autre que la pensée de notre imperfection. C'est donc se référer à quelque chose qui est en soi parfait. J'ai donc en moi l'idée de perfection. La deuxième étape du raisonnement consiste à se demander d'où vient cette idée de perfection. La première réponse consisterait à dire, eh bien c'est moi qui suis à l'origine de cette idée de perfection, je prends mes imperfections, je les gomme, ou alors plutôt je les étends autant que possible par mon imagination, et ainsi j'arriverai à l'idée de perfection.
Impossible, répond Descartes, puisque le parfait ne peut pas engendrer ce qui est parfait. J'aimerais proposer une analogie. Imaginez en géométrie que je vous demande de construire une droite qui, par définition, est d'une longueur infinie et avec des segments, même en très grande quantité. Eh bien, ces segments, vous pouvez en avoir autant que vous voudrez, vous ne parviendrez pas à construire une droite, puisqu'un segment par définition est de longueur finie, vous ne pourrez pas construire une droite de longueur indéfinie. À moins, attention, diallèle, à moins d'en posséder une infinité. Ce qui, précisément, est en dehors de question. Le problème est de savoir comment construire de l'infini avec du fini. Vous ne pouvez pas en géométrie. Et donc on peut penser qu'on ne peut pas non plus le faire en matière métaphysique. Deuxième réponse, si ça ne vient pas de moi, ça vient de l'univers, qui lui pourrait être considéré comme infini. Erreur là encore, l'univers d'un point de vue physique n'est pas infini. Si on regarde ce qu'on appelle l'infiniment petit, on est limité par le bas par ce qu'on appelle la constante de Planck, soit approximativement 6,62 fois 10 puissance moins 34 joules par seconde. Si, au contraire, au niveau de l'infiniment grand, on essaye de regarder où on en est au niveau de la taille de l'univers observable, on en est à 8,8 fois 10 puissance 26 mètres. Ce qui, j'en conviens, ne relève pas de la même ordre de grandeur que ce qu'on observe dans la physique quantique, mais néanmoins cela nous donne une indication précieuse, ce n'est pas infini. 10 puissance 26 c'est énorme, mais ce n'est pas l'infini. Dernière possibilité, cette idée d'infini, de perfection, d'absolu, viendrait du néant, absurde, estime Descartes, qui présuppose, on le voit ici, le principe de causalité. Peut-être que la table rase du passé n'a pas été complète. Par élimination, il ne nous reste donc qu'une seule solution. L'idée d'un être parfait doit venir d'un être lui-même parfait. On en arrive à la dernière étape, celle qu'on appelle classiquement la preuve ontologique, c'est-à-dire à partir de la définition même de l'idée d'un être parfait, c'est-à-dire de Dieu. Voilà, on ne va pas se cacher les choses. Alors, qu'est-ce qu'un être parfait? C'est un être qui possède toutes les perfections. Merci pour la palissade. Mais quelles sont les perfections en question? Eh bien, on peut en déceler 4. D'abord, première perfection, la connaissance. La connaissance est une qualité, la perfection de cette qualité, c'est l'omniscience. Alors, petite parenthèse, si il y a un être omniscient, qu'en est-il de la liberté de l'être humain? Deuxième qualité, la puissance, dont la perfection est l'omnipotence. Alors, question, là encore, imaginez un être parfait qui soit omniscient et omnipotent, est-ce qu'il est soumis aux vérités mathématiques? Est-ce qu'il est soumis aux vérités qui viennent pourtant de son entendement? Troisième caractéristique, la bonté, dont la dimension suprême est la bonté absolue. Alors si c'est le cas, petite difficulté, si c'est le cas, si vraiment Dieu est omniscient, qu'il sait tout, qu'il est omnipotent, qu'il peut tout, et qu'il est parfaitement bon, dans ces conditions, pourquoi est-ce que des enfants innocents souffrent? D'où vient le mal? Et enfin, dernier caractère de cet être parfait, il doit exister, non pas d'une existence contingence, comme vous ou moi. Définition de contingence, c'est ce qui n'est pas nécessaire, ce qui aurait pu arriver autrement. Et existence nécessaire, cela veut dire que cette existence est inscrite en quelque sorte dans sa définition. Donc penser à un Dieu, c'est savoir qu'il existe nécessairement. L'existence appartient nécessairement à Dieu. Et voilà la magie de la situation. Si Dieu existe et que par définition il est bon, alors il n'est pas trompeur, ce qui nous permet de retrouver les vérités mathématiques. Dieu trompeur, eh bien ce n'est pas possible, il est poutré en quelque sorte par la définition de Dieu que nous venons de retrouver. Je rappelle, il s'agit d'un décantage. Descartes en fait n'a pas vraiment produit de démonstration de l'existence de Dieu, il a juste retrouvé l'idée de Dieu dont le rayonnement en quelque sorte est tellement intense qu'il est supérieur à la certitude du cogito qui était déjà une vérité, et donc c'est une vérité plus véritable en quelque sorte que celle du cogito. Par ailleurs, comme Dieu n'est pas trompeur, il ne maintiendrait pas un individu dans un état solipsiste, c'est-à-dire dans une espèce d'illusion permanente dans laquelle le monde n'existerait pas. Donc hop, nous sortons également du solipsisme, comme la nature est bien faite. Pourquoi nous nous trompons-nous alors? La réponse de Descartes est parfaitement logique, il faut le reconnaître. C'est que nous disposons d'un entendement fini. Si j'étais méchant, je dirais que pour certains c'est plus évident que pour d'autres. Et en même temps, nous disposons d'une volonté infinie, c'est-à-dire que nous sommes capables d'affirmer, de décider, de choisir, même en situation d'incertitude. Il y a donc erreur lorsque nous faisons un mauvais usage de notre liberté, c'est-à-dire de cette volonté infinie par rapport aux limites de notre entendement. Autrement dit, nous nous trompons quand nous nous précipitons, alors qu'il est en notre pouvoir de ne jamais nous précipiter, alors qu'il est en notre pouvoir de suspendre le jugement tant que nous ne sommes pas certains. Autrement dit, oui, l'erreur est humaine, mais il est tout à fait en notre pouvoir de l'éviter.
Cela demande de l'attention, cela demande de la méthode. Hop, définition de la méthode. Pour ce faire, on va regarder ce qui se passe en mathématiques. Parce que c'est quand même en mathématiques que ça fonctionne le mieux, estime Descartes. En mathématiques, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Eh bien parce qu'on n'utilise ni la sensation, ni l'imagination, contrairement aux apparences. Les mathématiciens, lorsqu'ils tracent par exemple un cercle, ils ne font jamais qu'une approximation de cercle. Non, en réalité, il s'agit d'une illustration d'un concept, et d'un concept précis, rigoureux. Prenons l'exemple d'un kilogone. Un kilogone, je peux en donner une définition exacte qui me conduit à ne confondre cette figure géométrique, le kilogone, à savoir un polygone régulier à 1000 sommets, avec aucune autre. En revanche, je vous mets au défi de me faire la distinction entre un kilogone et une figure, un polygone régulier à 999 sommets ou à 1001 sommets. D'un point de vue de l'imagination, cela me paraît extrêmement difficile, voire impossible. Pour ma part, j'en suis incapable. Déjà à partir d'un polygone régulier à 10 côtés, entre 10 et 11 côtés, j'ai déjà un peu difficile. Mais je vous mets au défi de le faire. Vous sentez ici la différence qu'il y a entre conception d'un côté et imagination de l'autre. Et ce qu'il y a de génial en mathématiques, c'est que tout le monde est capable d'en faire. Oui, même toi dont on a dit que tu n'avais pas la bosse des maths à partir de la 5e. Non, le bon sens est universel, dit Descartes. Le bon sens, cela veut dire la raison, cela veut dire la capacité de distinguer le vrai d'avec le faux. Ce n'est pas à confondre avec la jugeote. Non, tout le monde possède la raison. Certains sont plus vifs que d'autres, mais ça ne sert à rien d'être vif si on ne fait pas un bon usage de cette vivacité d'esprit. Autrement dit, je cite Descartes, l'essentiel n'est pas d'avoir l'esprit bon, mais de l'appliquer bien, c'est-à-dire de suivre une méthode. Donc c'est une question de volonté. Et ceux qui suivent une méthode vont beaucoup plus loin que ceux qui courent, qui sont capables d'aller beaucoup plus loin, mais qui s'égarent et qui finalement ne font rien de leur talent. Aussi Descartes propose-t-il une méthode inspirée de la géométrie. Il s'agit de la Mathesis universalis, une mathématique universelle censée pouvoir résoudre tous les problèmes de la philosophie. La première règle est la règle dite de l'évidence. Elle consiste à partir du vrai, compris comme une idée claire et distincte. N'accepter comme vrai que ce qui apparaît clairement et distinctement à l'esprit. Autrement dit, éviter la prévention, c'est-à-dire le préjugé, et la précipitation. La deuxième règle est la règle de l'analyse. Il s'agit de décomposer un problème complexe en ses éléments simples. La troisième règle est la règle de l'ordre. Elle est le complémentaire de la seconde. Nous avons dans la seconde décomposé le complexe en simple. Le simple désormais va être relié en des chaînes de raisons de manière démonstrative, en sorte de réaboutir à un ensemble, on va dire complexe, mais désormais dont nous avons la compréhension. Et enfin, dernière règle, la règle de la vérification. On s'assure de ne rien avoir oublié. Et je vous recommande vivement l'utilisation de cette règle pour l'écrit de la philosophie. Vous relisez, vous essayez de corriger autant que possible les fautes d'orthographe. Alors ne vous crispez pas, tout le monde fait des fautes d'orthographe. On en arrive au dernier point. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre la nature à partir de cela? Voilà, nous avons fondé métaphysiquement la possibilité de connaître. Nous avons donc un certain nombre de vérités. Maintenant, quelles vérités pouvons-nous émettre sur le monde sensible? Nous avons vu qu'avec le cogito, l'esprit était radicalement distinct du corps. Nous avons vu que Dieu existait, nous avons deux entités, nous en avons maintenant une troisième, la nature ou la matière inanimée, c'est-à-dire la substance étendue. La nature, c'est donc une matière inerte, en tant qu'elle est soumise à des lois physiques, et plus précisément à des lois mathématiques. Cette matière a été créée par Dieu, qui nous a donc donné les outils pour pouvoir la comprendre. Autrement dit, seul l'être humain est sujet, les animaux ne sont pas des sujets de perception, il n'y a pas de raison particulière de supposer qu'ils ressentent de la souffrance, de même qu'un ordinateur est fait pour réagir aux touches sur lesquelles j'appuie, qui envoient des sons potentiellement quand j'appuie sur certaines touches, et bien de même les animaux crient, non pas parce qu'ils ont mal, mais parce qu'ils sont en quelque sorte programmés pour renvoyer tel ou tel son. L'esprit n'appartient qu'à l'être humain, le reste est purement matériel, et si vous posez la question de savoir ce qu'il faut penser des animaux, Descartes pense que méthodologiquement, ça ne veut pas dire qu'il croit que les animaux ne sont que des machines, mais il estime qu'il faut les comprendre comme étant des machines. De même pour la nature, pour les arbres, un arbre ressemble à une horloge est faite en quelque sorte pour donner l'heure, elle a été construite pour cela, et bien l'arbre est fait pour donner les fruits qu'il donne. La philosophie de Descartes entend fonder les sciences.
La métaphysique en est en quelque sorte les racines et la physique est le tronc de l'arbre et il y a des sciences particulières comme la morale et la médecine qui en seront les fruits. Cette conception du savoir, même si elle sera critiquée par les contemporains et les successeurs de Descartes, va quand même irriguer toute la pensée moderne, la pensée philosophique et scientifique moderne, ce qui ouvre le champ à la science de la nature qui se constitue comme science rigoureuse, exacte, à partir du XVIIe siècle. C'est ainsi que Descartes écrit « Toute ma physique n'est que géométrie ». Ou alors que Galilée écrit dans l'Essayeur que le monde doit être compris comme écrit en caractère mathématique. Et ça se comprend assez bien, puisque c'est Dieu qui a créé le monde et qu'il l'a fait en caractère mathématique de sorte à ce que nous puissions les comprendre. Cette conception de la science ouvre à une vision déterministe de la nature, dans laquelle il n'y a pas de miracle possible, dans laquelle il n'y a pas de hasard possible. Tout est soumis au principe de causalité qui exige que rien n'est sans cause. Cela ouvre donc la voie à ce qu'on appelle le déterminisme classique, le déterminisme strict. Si on a l'état du monde à un moment n et que nous connaissons les lois de ce monde, eh bien nous sommes capables de déterminer avec précision, sans qu'aucun élément de hasard n'entre en considération, l'état du monde à n plus 1. Alors évidemment, cela pose la question de la liberté, puisque si le monde est déterminé par des lois, est-ce que l'être humain est soumis également à ces lois? Cela semble évident. Pourtant, les philosophes vont à de nombreuses reprises insister sur le fait que non, l'être humain est doué de subjectivité, il est donc capable d'être cause de soi, en quelque sorte. C'est ce que Kant appellera encore la causalité par liberté. Cette conception de la science ouvre à une vision déterministe de la nature, dans laquelle il n'y a pas de miracle possible, dans laquelle il n'y a pas de hasard possible. Tout est soumis au principe de causalité qui exige que rien n'est sans cause. Cela ouvre donc la voie à ce qu'on appelle le déterminisme classique, le déterminisme strict. Si on a l'état du monde à un moment n et que nous connaissons les lois de ce monde, eh bien nous sommes capables de déterminer avec précision, sans qu'aucun élément de hasard n'entre en considération, l'état du monde à n plus 1. Alors évidemment, cela pose la question de la liberté, puisque si le monde est déterminé par des lois, est-ce que l'être humain est soumis également à ces lois? Cela semble évident. Pourtant, les philosophes vont à de nombreuses reprises insister sur le fait que non, l'être humain est doué de subjectivité, il est donc capable d'être cause de soi, en quelque sorte. C'est ce que Kant appellera encore la causalité par liberté. Enfin, je ne peux pas ne pas faire ce tour de raison sans vous présenter un tout petit peu Newton et notamment sa théorie du temps. Newton, auteur incontournable, scientifique incontournable de l'âge classique, auteur de la théorie de la gravitation universelle et qui estimait que le temps était en quelque sorte la quatrième dimension de l'espace et avait une valeur absolue. C'est en quelque sorte le contenant universel qui était indifférent à ce qu'il contenait, c'est-à-dire indifférent au mouvement, et pour lequel la simultanéité avait une portée absolue. Synchronisez vos montres, déplacez-vous dans l'espace, à l'autre bout de l'univers, vos montres resteront synchronisées.